On connaît la maxime de La Rochefoucauld qui écrivait il y a 3 siècles « Il y a de bons mariages, il n'y en a point de délicieux ». Heureusement, sans doute, on ne lit plus les moralistes. En France, une enquête récente révélait que 91% des jeunes de 16 à 24 ans désiraient fonder un foyer. C'est dire que le mariage, pour beaucoup, est encore la grande affaire de leur vie. Les rencontres qui aboutiront au mariage se font aujourd'hui dans des conditions qui eussent scandalisé sans doute nos arrière-grands-mères. Les bals, les cafés, les cinémas, les jardins publics ou les clubs de vacances. Parfois, le hasard ne fait pas bien les choses. Alors, les petites annonces ou les agences matrimoniales remplacent les marieuses d'autrefois. Parmi les demandeurs, toutes les catégories sociales. Des universitaires, des commerçants, des agriculteurs ou des retraités. Souvent, avant de s'inscrire, il faut vaincre un certain nombre de préjugés. Bon, une agence matrimoniale, que vais-je rencontrer là? Des types qui n'ont pas été capables de s'adresser à une fille, qui n'ont pas été assez audacieux que pour faire un pas, et qui alors demandent à l'agence de faire ce pas pour eux. Donc je me dis non, c'est à exclure. Et j'ai encore continué à attendre que le hasard me fasse rencontrer celui que je cherchais. Puis, voyant que le hasard ne me servait pas, j'allais par exemple, je suis allée en montagne, parce que j'ai rencontré là des alpinistes, et c'était des types intéressants. Hein. Il y avait un directeur de prison, un médecin, un avocat, un ingénieur, et des types qui se présentaient très simplement et avec qui on partageait la vie très simple en montagne. L'année où je suis retournée dans l'optique, je risque de rencontrer quelqu'un, je me suis trouvée pendant 15 jours dans le brouillard le plus complet. Comment dans le brouillard? Oui, à 2000 mètres, vous êtes en plein dans le nuage. Et pendant cette quinzaine-là, j'étais bloquée dans mon nuage pendant 15 jours, je n'ai vu défiler personne. Alors je me suis dit, que j'avais beau forcer les circonstances, que si elles ne s'y prêtaient pas, il fallait absolument employer les moyens. J'ai commencé par remarquer une annonce dans un journal et je me suis inscrite à cette agence-là, qui elle demandait 8 000 francs et justifiait la somme un peu onéreuse par le fait qu'on éliminait d'office une certaine clientèle. Alors j'ai trouvé quand même que la comparaison d'un être humain avec une valeur financière, c'était une comparaison qui ne me plaisait pas beaucoup. Mais enfin, 8 000 francs pour trouver un mari finalement, c'est beaucoup. Je trouve que non, je veux bien donner 10 fois plus si c'est pour trouver un mari. Vous n'avez que deux rencontres dans cette agence. Oui. Et vous n'avez pas demandé d'avoir d'autres rencontres? Ah si, et à un moment donné, on m'a tout simplement répondu, nous n'avons personne pour vous. Alors qu'au départ, on m'a dit, il y a un choix tel que vous ne pouvez pas ne pas trouver le candidat qui vous convient. Et puis si un tel ne vous convient pas, vous le signalez, on vous en présente un autre et on fera autant de présentations que vous le désirez. C'est l'argument commercial, dit. Ah oui, oui. Du fait que vous avez tardé, que vous avez hésité à vous marier, du fait de l'échec du ménage de vos parents, est-ce que ça n'est pas, disons, un peu ennuyeux pour vous? Parce qu'au plus vous tardez, au plus il sera peut-être difficile de trouver un mari. C'est un fait que les chances sont très limitées. Mais je veux rester optimiste, je veux croire qu'il y a aussi quelqu'un qui m'attend. Et ce quelqu'un qui m'attend, je lui ai demandé comment je l'imaginais. Et ce qui me paraissait essentiel, c'est que celui que je souhaiterais rencontrer, ce serait un veuf qui souhaiterait d'abord une épouse et ensuite une mère pour ses enfants. Annonce ou fichier, la méthode des agences matrimoniales est le plus souvent empirique. Les chances des uns et des autres ne sont pas égales au départ. Les candidates au mariage sont plus nombreuses que les candidats. Les femmes, surtout vers la quarantaine, sont défavorisées. On évite le plus souvent de souligner certaines difficultés. Les prix varient de 2 à 8 000 francs. Une agence matrimoniale est aussi une entreprise. Certains intermédiaires répudient le nom d'agence matrimoniale, préférant la notion de sélection ou orientation nuptiale. C'est un progrès, pas une certitude. Vous désirez vous marier? Oui. Oui, je désire me marier. C'est ça. Est-ce qu'il n'était pas possible, vous êtes passé par une agence matrimoniale, est-ce qu'il n'était pas possible de rencontrer un jeune homme parmi vos relations, vos connaissances, dans le milieu professionnel, que sais-je? Mais ça devient fort difficile à l'époque actuelle, parce que, dans le milieu professionnel que j'occupe, d'abord,
je suis fort isolée des autres et je ne vois pas très bien sur le plan professionnel qui je pourrais rencontrer. Et puis ensuite, la vie que nous menons est tellement rapide qu'on n'a presque plus l'occasion de rencontrer des gens. Bon, ben, on va au spectacle, on va au restaurant. Enfin, au restaurant, on va d'abord avec des amis. Et puis, au spectacle, les gens qu'on y rencontre. C'est pas au spectacle qu'on peut rencontrer quelqu'un, le cas échéant. Je ne crois pas. Du moins, c'est mon impression. Cela dit, c'est peut-être le hasard qui peut faire les choses, mais je me suis dit que pour pas hâter les choses, mais enfin, disons qu'une solution aurait été de m'adresser à une agence matrimoniale. Il y a longtemps que j'en entends parler, il y a longtemps que je lis ça dans les journaux, et puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est ainsi que je me suis adressée à une agence matrimoniale où je me suis inscrite. Et puis, voilà. Est-ce que c'est cher de s'inscrire dans une agence matrimoniale? Ah oui. Il y a un problème financier. Oui. Il y a un problème financier, certainement, au départ. C'est pas bon marché. C'est pas bon marché. Mais enfin, il n'y a pas... Avec les ventes à tempérament qu'on fait partout, il n'y a rien qui vous empêche de le payer par mois. Comme c'est un service comme un autre, finalement. Donc vous pouvez payer un futur mari par mensualité. Voilà. Un mari en 12 mensualités. Un mari en 12 mensualités. Je ne dis pas que ça va jusqu'à 12, mais enfin, on peut payer un mari par mensualité. C'est possible. Si vous le rencontrez, c'est très possible. Et ça coûte très cher? Vous avez un chiffre? Oui, j'ai un chiffre. Moi, personnellement, j'ai payé quelque chose comme 6 000 francs. 6 000 francs. 6 000 francs, c'est pas... C'est un sacrifice pour vous? C'est difficile? Mais un sacrifice, non. 6 000 francs, bon ben... Je peux pas dire que je gagne fort peu ma vie. Puis d'abord, si je n'avais pas les moyens, je ne l'aurais pas fait. C'est que j'ai pu le faire, quand même. Ça vaut l'investissement. Tout ça dépend du nombre de jeunes gens que vous rencontrez. Si vous rencontrez évidemment l'homme de votre vie au bout de la première rencontre, mais c'est quelque chose qui ne se paie pas. C'est quelque chose qui ne se paie pas. Et comment cela se passe-t-il? On vous présente un jeune homme? Mais c'est-à-dire que, bon, il y a d'abord une inscription, vous recevez des questionnaires à remplir, avec un tas de questions. C'est basé sur la caractérologie. Il y a également une étude graphologique. Et puis, voilà, vous attendez. Et puis, au bout d'un moment, vous recevez, et j'oublie de dire qu'il faut rentrer un certificat de bonne vie et mœurs. Alors, un beau jour, vous recevez une lettre disant, voilà, vous êtes prié de vous rendre en tel endroit. C'est un établissement dans la ville. Et un café, un restaurant? Un café, oui, un café. Avant, ils le faisaient dans un restaurant, mais ils se sont rendus compte que ça leur revenait fort cher parce que c'était l'agence matrimoniale qui prenait ça à son compte. Mais évidemment, j'imagine très bien que ce n'était pas fort rentable. Et puis, il y a d'autre part le fait que les gens qu'on présente l'un à l'autre n'aiment pas beaucoup la présence d'un délégué et préfèrent se retrouver à deux et tirer leur plan à deux. Alors, mais vous ne connaissez pas la Alors, personne. vous ne savez pas du tout de qui il s'agit, vous n'avez pas vu de photos, vous ne savez rien de la personne, vous allez là, c'est l'inconnu le plus total. Et puis, vous arrivez dans l'établissement en question, le soir du rendez-vous, et puis vous demandez la table numéro 25 ou la table 146, et puis on vous dit, voilà, c'est là. Et puis, bon, ben, vous voyez, soit le jeune homme est déjà arrivé, soit vous êtes la première qui arrive, et puis, quand vous voyez la seconde personne arriver, pas de problème, on se présente, la table 146, et puis, bon, ben, la conversation s'engage. La première rencontre. Alors, la première rencontre, c'est vraiment presque un roman. Drôle. Je suis arrivée, bon, ben, j'avais rendez-vous un soir, et j'arrive dans l'établissement en question, je demande ma table et je m'installe. Et il y avait là un monsieur, comme je vous l'ai dit, que je croyais être le délégué de l'agence matrimoniale. Au bout de 10 minutes, il s'avère que ce n'est pas lui. Et puis, bon, on commence à parler et le jeune homme me dit, au bout d'un moment, il me dit, écoutez, je voudrais, avant de commencer quoi que ce soit, vous dire quand même quelque chose. J'espère que vous ne serez pas rebuté, mais il se fait que je suis un ancien séminariste. Bon, moi, je n'ai pas réagi. Je dis, mais non, ça ne me fait strictement rien. Enfin, mais en moi-même, je me disais, mon Dieu, où suis-je tombée? Devant qui suis-je tombée? Et puis voilà, nous avons commencé à discuter du pourquoi. Il avait quitté le séminaire. Il m'a raconté que c'était un grave problème pour lui, que ses études de théologie, etc., enfin, qu'il avait tout fait pour se raccrocher à cette vocation qu'il croyait avoir.
Et j'écoutais tout ça très intéressé, parce que bon, ben, ça peut toujours être intéressant. Pourquoi? Pour la prochaine rencontre? Non, à titre documentaire. Et puis, bon, ben, nous avons parlé religion quasi toute la soirée. Des textes de la mère morte, et puis au bout de quand même une heure et demie de conversation, je me dis, il faut quand même changer de sujet. Il y a peut-être autre chose dans la vie de ce garçon qui est intéressante à savoir. Je lui dis, tiens, est-ce que vous avez voyagé déjà? Vous aimez les voyages? Oh oui, me dit-il, j'ai fait mon premier grand voyage l'an dernier. Il se fait que je suis allée en Israël. Et puis, nous voilà repartis, tous les lieux saints d'Israël, et le sujet était toujours le même, c'était la religion. Enfin, en plus de ça, un garçon qui est vraiment pessimiste, qui lui, dans la vie, ne trouve qu'une chose, c'est ce problème de religion qu'il n'arrive pas à surmonter. Il vit entouré de livres sur la religion, il essaye de retourner aux origines de la religion catholique. Évidemment, une vie ne suffit pas pour ça, je lui souhaite bonne chance. C'est un fait, je dois vous dire que je n'ai pas cherché à le revoir. Je lui ai gentiment dit que je ne pensais vraiment pas que je serais la femme qui pourrait faire son bonheur. Et puis ça s'est arrêté là. Certains systèmes d'orientation nuptiale sont très élaborés, avec questionnaires très précis, descriptions physiques, religion, profession, gains annuels, préférences et goûts en matière de spectacle, loisirs, lecture, vacances, sport, musique ou encore l'importance attachée à l'élégance et à certaines qualités morales. La lettre manuscrite sera étudiée par un graphologue, la photo analysée non pour ses qualités esthétiques mais caractérielles. On vous demande également de répondre à des tests de projection. Bref, grâce aux tests, à la photo et au questionnaire, on fera un portrait psychologique du candidat ou de la candidate au mariage. Il arrive que la graphologie, ayant révélé une névrose ou un trouble psychologique, on refuse un candidat. Voici un échantillon de cette cuisine psychologique. Nous avons la photo d'un rétracté latéral. La prédominance est donnée au front qui est assez différencié parce qu'il a du frontal, qu'il a une grande zone intellectuelle et la zone de contact est très bonne aussi. De la nervosité, une intelligence assez vive, sérieuse et qui peut être réfléchie étant donné le rapprochement des sourcils des yeux. Un muscle, le pont du nez est assez large, ce qui fait qu'il a tout de même un champ de conscience qui lui permet de s'occuper de plusieurs choses à la fois. Le menton est pointu, la figure est triangulaire, ce qui indique un peu un manque de volonté. En voyant une photo, donc vous pouvez déjà déterminer plus ou moins qui est qui. Oui, nous avons aussi, je ne vous ai pas fait remarquer, le lobe de l'oreille qui est assez décollé, qui montre que cette personne est indépendante. Elle n'est pas très bien faite pour obéir, par exemple. Elle est plutôt faite pour commander, pour être très indépendante. Si nous regardons l'écriture, nous voyons que l'écriture est d'un émotif. Elle est très inégale. La zone médiane est importante, ce qui représente une bonne partie d'affectivité. La signature est rapide, avec un trait en recul et assez agressif. Elle avance. Il a donc, nous déduisons qu'il a de l'émotivité, qu'il a une intelligence intuitive, et nous l'avons vu avec le front, qui est beaucoup plus élargi dans la partie supérieure que dans la partie inférieure. Alors, il a intuition et possibilité de concentration, ce que nous retrouvons exactement dans l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres tests qui permettent de confirmer ou d'infirmer la première hypothèse? Celui-ci n'a pas fait le test de l'arbre, mais ils ont en général le test de Silberer. Le test de Silberer, c'est un extrait du test de Silberer, qui pose plusieurs questions. Parmi les personnages célèbres, hommes ou femmes, que vous connaissez, quels sont les trois que vous préférez, pourquoi? Mais il est évident que quand quelqu'un a des rêves de grandeur, a des rêves de puissance, il va nous donner Napoléon. S'il est très très bon, très chaleureux, très affectif, il va nous donner le docteur Schweitzer. Il va nous donner
Pasteur, il va nous donner des gens, ça nous indique déjà quelles sont les tendances profondes de ces gens. Celui-là a donné John Kennedy et Napoléon. Vous voyez, je vous ai dit qu'il aimait tout de même bien diriger, il a donné Napoléon. Il a donné Gandhi aussi. Gandhi, pas passivité, mais la paix, quoi. Il aime la paix. Et on vous a dit, il craint les heurts et les évite. Il n'y a pas d'erreur possible. Or, si, il faut être honnête, il peut y avoir, mettons, un pourcentage peut-être, disons 10%, 10% si on ne faisait que la graphologie. Mais avec tous les tests, tous les recoupements que nous avons, avec la lettre manuscrite dans laquelle nous leur demandons quelle qualité ils demandent de leur future épouse, vous savez, il y a très peu d'erreurs possibles. D'ailleurs, nous avons très peu de réclamations. À vrai dire, le problème qui se pose aux hommes d'aujourd'hui est un problème de bonne adaptation du mariage à la société dans laquelle nous vivons. Le mariage est malade, il s'agit de faire en sorte qu'il soit mieux portant. On a connu le mariage arrangé, on a connu le mariage d'inclination actuel, qui a été un progrès par rapport au mariage arrangé, mais on s'aperçoit que le mariage d'inclination est encore déficient. Il faut donc perfectionner le mariage d'inclination, et l'avènement de l'orientation nuptiale constitue un apport considérable dans ce domaine. Prenons un exemple. Un garçon est introverti, c'est-à-dire qu'il a une forte prédominance de la vie intérieure. Il va être attiré par une jeune fille qui va avoir la même prédominance de la vie intérieure. Il va se dire, oh, ça va être merveilleux, avec elle on va s'entendre, on va bien se comprendre, mais il ne pense pas du tout que l'état d'introversion provoque un état de rupture avec la société, en sorte qu'au bout d'un certain temps, ce garçon et cette fille vont avoir des difficultés d'échange, ils vont accumuler des ressentiments, des affects, et au bout d'un certain temps, ils arriveront à ne plus se comprendre, ils vivront sur des rails. Il faut donc qu'un introverti épouse un extraverti. Dans le domaine de la sexualité, c'est un petit peu pareil. Si quelqu'un se marie avec un partenaire qui a des besoins complètement différents du sien, où il ne pourra pas suivre le rythme. Il est donc important que là encore, il y ait derrière le sentiment amoureux, un sentiment authentique, certain, qu'il y ait une compatibilité des tempéraments, des caractères, de la psychologie, des goûts. Le portrait psychologique de chacun et de chacune est codé et mis à l'ordinateur. Chacun est donc assuré de rencontrer quelqu'un avec qui il n'y aura pas d'incompatibilité majeure. Le reste est affaire de sentiment. N'y a-t-il jamais d'erreur? Il serait sans doute imprudent de répondre non catégoriquement. Quel est votre pourcentage d'échecs? Bien, mal assortis? Eh bien, on a des statistiques assez précises en France. Sur 1000 mariages ayant 9 ans d'existence, en France, il y a 37,7 divorces. Pour le même nombre de mariages ayant le même nombre d'existence, c'est-à-dire 1000 mariages de personnes ayant utilisé l'orientation nuptiale, on compte 5 divorces au bout de 9 ans. Donc les chiffres sont incontestablement très favorables. C'est la solution d'avenir? Comment? C'est la solution d'avenir pour le mariage futur? L'ordinateur n'est pas la solution d'avenir. L'ordinateur, c'est un moyen, c'est un outil, exactement comme votre stylo est un outil, comme cette caméra est un outil. Et c'est un outil très perfectionné qui va dans le sens de la liberté de l'homme, dans la mesure précisément où il permet à l'homme de faire un choix meilleur, lui-même de faire un choix meilleur parmi un nombre plus important de gens qui n'ont pas avec lui d'incompatibilité. Une enquête française a révélé que 3 ans après leur mariage, 89% des hommes et 90% des femmes se déclarent déçus, malheureux ou très malheureux. Ce couple belge, marié depuis 3 ans, selon la méthode d'orientation nuptiale, se déclare satisfait. Ce n'est qu'un exemple. Je crois qu'il faut préciser une chose. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il n'y a pas dans cette institution des gens malheureux, des mal foutus, si vous voulez, ou des laissés pour compte. Il n'y a pas, enfin, du moins chez nous, et je crois que c'est la majorité des cas, il n'y a pas un problème de relation. Ce sont des gens qui ont suffisamment de relations autour d'eux, mais qui, pour le mariage, ne veulent pas se confier cela au hasard. Ce sont des gens, je crois, qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent faire quelque chose de durable. Et c'est pourquoi je me suis inscrit là. Et dans quelle mesure élimine-t-on le hasard en passant par ce système? Eh bien, parce que vous dites d'abord ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et grâce à l'ordinateur, grâce au grand nombre, si vous voulez, de personnes qui sont inscrites dans cette organisation, vous rencontrez immanquablement une personne ou plusieurs personnes qui correspondent le mieux à ce que vous recherchiez.
J'ai vu que sur les fiches, on donnait un certain nombre de renseignements qui étaient des renseignements, si vous voulez, intellectuels, les goûts, la musique, etc. Mais aussi des renseignements matériels. On indique ce que l'on gagne par an, si l'on possède un appartement et une voiture. Est-ce que ça a de l'importance? Il y a des gens peut-être qui attachent de l'importance à cela. Ça situe peut-être un peu le personnage. Je crois qu'il est intéressant, lorsqu'on donne ces renseignements, d'être le plus exact possible, parce que c'est dans son intérêt. Il ne s'agit pas de raconter des histoires. Mais dans notre cas, ça n'a pas joué un grand rôle. D'ailleurs, tu n'avais pas dit la vérité à ce sujet-là, pas tout à fait, pas exactement. Tu avais caché certaines choses, et moi aussi, enfin, c'est tout à fait secondaire. Donc vous aviez caché des choses, quoi, sur le plan matériel? Oui, sur le plan matériel. Oui, sur le plan matériel. Quoi, par exemple? La possession d'un appartement, par exemple. J'étais en possession d'un appartement ici, vu l'héritage que j'avais eu. Mais je voulais pas le dire, enfin. Je n'aurais pas voulu que chacun que je rencontre sache que j'avais déjà un appartement, tout ça. Et pour quelle raison vous n'avez pas voulu le dire? Je n'aurais pas voulu qu'on m'épouse pour l'appartement. C'était pour moi qu'on devait m'épouser, mais pas pour ce que je possédais. Mais il y a des indications qui sont beaucoup plus importantes, qui sont contenues sur cette fiche. Par exemple, le fait d'aimer des enfants. Avant de te connaître, je savais que tu aimais les enfants, tu savais que j'aimais les enfants. C'est une chose importante, beaucoup plus importante, sur laquelle on ne peut pas tricher. Il y a une chose qui me frappe, c'est que lorsqu'on demande un témoignage à propos de ces rencontres, disons organisées, vous me permettez l'expression, c'est que personne ne veut dire, voilà, j'ai rencontré mon mari ou ma femme par l'intermédiaire soit d'une agence matrimoniale, soit d'un institut. On a l'impression que c'est un petit côté clandestin. Justement parce que les gens voient toujours le côté agence matrimoniale. On en rit, hein, les annonces dans les journaux, etc. Il y a beaucoup de préjugés là autour. Mais je crois qu'on va vers un progrès en ce sens-là aussi. On a admis maintenant les études psychologiques. Pourquoi ne pas admettre les études prénuptiales, si vous voulez? Mais pourquoi ce préjugé, à votre avis? Parce que c'est une chose nouvelle, c'est le lot de toutes choses nouvelles. Il y a des préjugés contre beaucoup de choses et contre cela certainement aussi. Oui, nous avons même le cas, on était une fois chez des personnes qui ont une fille qui voudrait se marier et tout ça. Nous avons commencé à dire, mais pourquoi votre fille ne s'inscrirait-elle pas dans une agence, enfin pas une agence matrimoniale, un institut d'orientation? Et les parents ont dit, non, c'est pas possible, on ne saurait pas se rencontrer comme ça, il n'y aurait jamais d'amour entre deux personnes ainsi. Regardez-vous, si vous vous étiez rencontrés ainsi, ça n'aurait jamais pu aller. On n'a jamais osé dire aux personnes qu'on s'était rencontrés ainsi. J'ai marché sur le pied de ma femme en dessous de la table et nous avons bien ri, puis c'était tout. On n'a pas osé le dire. Mais je suis certain qu'autour de vous, il y a des gens qui se sont connus grâce à l'Institut et qui ne le disent pas. Je suis certain qu'il y a beaucoup plus de personnes, vous nous le pensez, qui font partie de cela, mais qui le taisent, qui gardent ce secret pour eux.